Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Retour à présent sur l'ouverture de cette Coupe du Monde d'hier, une journée marquée par la défaite du Qatar, surclassé par l'Équateur 2-0. Dans les tribunes, les supporters qataris ont quitté le match à la mi-temps, notamment au regard de la température glaciale dans le stade et en raison d'une climatisation poussée à fond. Qu'est-ce que vous avez pensé à la fois de la cérémonie d'ouverture et de la prestation des Qataris ? D'abord, Kevin, sur la cérémonie, avant de parler de terrain. La cérémonie d'ouverture, elle a été, très propre. Finalement, il n'y a pas grand-chose à redire. Il y a eu beaucoup de relais qui ont été faits par rapport à l'histoire du Qatar pour expliquer l'histoire du pays, vu qu'ils étaient en mondovision, donc c'était important pour eux. Et puis après, avec un discours de l'émir Al Thani, l'émir du Qatar, un discours très mesuré, très sur l'ouverture, mais c'est des discours finalement assez classiques qu'on avait vus en Coupe du Monde. Donc finalement, ça a bien démarré pour le Qatar. Par contre, après, effectivement, ce match d'ouverture, c'était beaucoup plus compliqué pour l'ambassadeur de cette nation qatari qui est son équipe de football. Revenons ensemble sur la politique de l'émir Al Thani depuis une dizaine d'années maintenant, alors à l'époque déjà de son père dans les années 90, pour mettre en avant le sport comme un vecteur de soft power. D'ailleurs, son père était là à côté de lui sur sa droite. Donc effectivement, le Qatar, c'est un pays qui est relativement jeune, qui est indépendant depuis 1971 et qui est un petit pays à l'échelle du Golfe Persique qui est finalement coincé entre deux géants qui sont l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et donc, il fallait qu'il trouve des moyens, en tout cas, pour exister à l'international et surtout pour éviter un cas qui est arrivé à un territoire qui avait aussi les mêmes caractéristiques que le Qatar, le Koweït. Le Koweït en 90-91. Fait envahir par l'Irak. Et donc, ces moyens, ça va être mis en place par effectivement le père de Tamim Al Thani, Ahmad Al Thani. Et il va utiliser ce moyen en 1995 du soft power, donc de manière d'abord culturelle, notamment avec Al Jazeera, notamment pour contrer l'influence saoudienne dans les médias arabes, et aussi avec le sport. Le problème, c'est que le Qatar, c'est pas une nation de tradition sportive, et donc ils vont devoir, ils vont utiliser en tout cas les ressources financières qui sont issues du gaz pour construire en tout cas cette politique de soft power sportif, en organisant des événements, en créant des centres de performance à l'image de la Spire Academy, d'où sont issus la plupart des joueurs de l'équipe nationale. Il y a d'ailleurs à ce propos une petite révolution dans la composition de ce groupe qatari. Il y a beaucoup moins de naturalisation que dans d'autres sélections, dans d'autres compétitions, sports plutôt, dans lesquels la sélection qatari a concouru ces dernières années. Après, il y avait déjà une petite tradition footballistique au Qatar parce qu'ils avaient notamment performé lors des Jeux Olympiques 1980, il me semble. Donc il y avait déjà cette appétence pour cela, comparé par exemple quand ils ont accueilli les championnats du monde de handball, où là finalement l'équipe était vraiment naturalisée avec des joueurs naturalisés qui étaient là depuis vraiment peu de temps, alors que là il n'y a que 3 naturalisés qui sont présents dans l'équipe, mais par exemple comme Karim Boudiaf, il est au Qatar depuis 2013, donc il a eu le temps de s'acclimater au système de jeu du Qatar. Et là effectivement il y a cette équipe qui a été mise en place, championne d'Asie 2019, donc on attendait beaucoup, ils avaient fait des bonnes performances en Copa América et en Gold Cup, mais finalement peut-être que c'est l'enjeu du match qui a fait qu'on n'a pas du tout vu cette équipe de Qatar, parce qu'effectivement l'Équateur, ils auraient pu largement mettre 4 ou 5 buts. Gérard, sur le niveau de cette sélection du Qatar. Oui, alors moi effectivement j'ai été assez surpris de voir que c'était une équipe composée très majoritairement de joueurs locaux, alors que l'équipe du Qatar de handball qui a organisé, elle était finaliste. Elle a perdu contre la France en finale, alors avec des joueurs qui étaient naturalisés. Beaucoup de Français. En foot. Alors moi j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas de joueurs brésiliens, par exemple, dans l'équipe du Qatar. C'est pas très dur, il suffit d'aller en chercher qui n'ont jamais été sélectionnés. Alors, on va tomber sur le 40e ou le 50e brésilien. Comme en Chine, d'ailleurs. Mais même si on tombe entre le niveau 50e à 100e brésilien, qui n'a jamais été en sélection, c'est bien au-dessus que les joueurs. C'est pas une erreur justement de la part des Qataris de ne pas avoir naturalisé quelques joueurs. C'est un peu de suffisance, un peu de suffisance sans doute. C'est-à-dire champion d'Asie. Voilà. Après, c'est quand même pas mal critiqué. C'est quand on voit des équipes. Je me rappelle l'équipe de hand où il y avait autant de Français d'un côté ou de l'autre. 4-0. Non, mais il y avait autant de Français d'un côté ou de l'autre. Marquer un but, ça pourrait. Mais si on est dans les clous du règlement, on est dans les clous du règlement. C'est une équipe qui est 50e au classement FIFA. Bon, hier t'as vu. Alors l'Équateur est 40 un peu au-dessus, je crois. Alors t'as pas vu une différence, t'avais l'impression que l'Équateur était largement au-dessus du Qatar, mais trop de pression. Effectivement, les pauvres, c'est des joueurs, je crois, qui quasi exclusivement évoluent dans le championnat local. Oui. Tu vois, tu n'as aucune expérience internationale au sens large. Tu te retrouves là au centre des débats, c'est trop. C'est trop. Là, c'est comme pour la Corée du Sud en 2002. Enfin, ça fait finalement, ça fait 6 mois qu'ils se préparent pour cette compétition. Ils font pas mal de matchs amicaux, donc ils jouent tous ensemble, etc. Donc, il y avait quand même un petit niveau de jeu puisqu'ils ont quand même été champions
champions d'Asie 2019. Mais après, derrière, on les a pas vus. Et après, je pense qu'effectivement, c'était important qu'il y ait quand même des joueurs qataris dans cette équipe parce que le Qatar est beaucoup, critiqué sur le fait qu'ils ont acheté cette Coupe du Monde, que cette Coupe du Monde est artificielle. Si en plus ils avaient acheté leur équipe, ça aurait encore rajouté des critiques par rapport à cette Coupe du Monde. C'est plutôt louable. Par contre, les autres matchs, ça risque d'être plus compliqué d'exister. Hein, parce que Sénégal, Pays-Bas. Ou pas. Moi, je pense qu'ils seront meilleurs. C'est beaucoup plus fort. Contre des équipes meilleures, ils seront meilleurs parce que mécaniquement, on est meilleur contre des équipes meilleures parce que le jeu est meilleur. Je sais pas. J'ai un doute. Moi, je pense que c'est peut-être submergé par l'émotion. Ils vont pas monter longtemps, de toute façon, en puissance, parce qu'il ne reste que 2 matchs à jouer. Mais non, moi, je pense qu'ils seront meilleurs. Là, franchement, c'était tellement lourd pour eux. C'est tellement lourd. Il faut qu'ils marquent un but, quoi. Il faut qu'ils marquent un but pour se libérer. Sur l'ambiance dans le pays, en plus, sur l'ambiance dans le stade et puis ces départs donc à partir de la mi-temps. Moi, de ce que j'avais entendu des journalistes sur place, en tout cas, ce qu'ils disaient quand ils avaient pu interviewer les personnes qui partaient, c'est qu'effectivement, il n'y a pas cette habitude, en tout cas au Qatar, d'aller au stade parce que la première raison qui avait été évoquée dans un sondage au Qatar en 2017 sur pourquoi il n'y avait pas autant de spectateurs, il n'y avait que 4000 à 5000 supporters pour les matchs de première division qatari, c'est la question finalement que c'était la question climatique et qu'il pouvait faire trop chaud finalement dans les stades. Là, il y a la climatisation, mais eux, ils ont plus l'habitude effectivement de voir les matchs et puis pas forcément des matchs du Qatar, mais plus des matchs européens sur écran finalement chez eux. Et donc là, quand tu vois effectivement ton équipe nationale... Il y a des problèmes de circulation par ailleurs. Oui, aussi, effectivement, il y avait finalement pour les 50 km pour revenir au centre-ville, il y avait plus d'1h30, donc il y avait aussi ces considérations-là qui venaient. Et donc effectivement, peut-être que ces différents spectateurs qui étaient venus, ils ne s'attendaient pas forcément à ça, ils s'attendaient peut-être à une plus grande fête, en tout cas à des meilleures performances de leur équipe nationale. Et Benjamin, avant de te céder la parole... Ça m'agace, vas-y. Alors juste, je voudrais vous faire réagir aussi, j'ai entendu ça tout à l'heure, le témoignage de Pierre Lechantre, qui est l'ancien sélectionneur français du Qatar au début des années 2000, et il expliquait tout à l'heure chez nos confrères de RMC qu'à son époque, en fait, lorsqu'on achetait un billet pour voir l'équipe nationale, la sélection nationale, en fait, on donnait également aux spectateurs un ticket de tombola pour gagner des Mercedes précisément, et que le tirage au sort n'avait lieu qu'à la fin du match pour s'assurer que les spectateurs restent jusqu'à la fin donc, de cette partie. Les spectateurs qataris, je ne sais pas s'ils en avaient à faire quelque chose. Visiblement, oui. Ils en ont peut-être plein des Bentley, ils s'en fichent complètement. Non, par contre, ce qui m'agacerait, c'est si on commence à tomber dans une critique systématique de ce mondial. Je m'explique. Ce mondial, il est là, on en pense tout ce qu'on en veut, maintenant il est là. Et j'ai lu donc ce que tu disais sur la température dans le stade. Évidemment que c'est grotesque d'avoir froid dans un stade au milieu du Qatar, mais on a compris. Même si la FIFA livrait des couvertures. Alors attends, tu parles de la circulation. Et j'ai lu aussi tout à l'heure quelque chose sur les billets. Il y a eu un problème des billets. Pour Angleterre-Iran. Soyons humble, je vous en supplie. Nous, en France, on va pas se moquer de la circulation aux abords des stades et du fait de savoir comment on rentre dans les stades en France et les billets. Sérieusement, n'allons pas jusque-là. Donc, la Coupe du Monde, elle est là. On va pas critiquer chaque chose qui va arriver. Et encore une fois, soyons humbles et regardons comment ça se passe chez nous. Il y a pas mal de choses à dire aussi. Non, mais en plus, c'était Qatar-Équateur qui n'était pas... C'est pas une affiche pour les Qataris. Oui, 67 000 personnes, ça n'existe pas là-bas. Donc, ça veut dire qu'une grande partie du public a été invitée et que beaucoup de gens sont venus pour la cérémonie d'ouverture parce que le spectacle, c'était ça. Bien sûr. La belle chose à voir hier, c'est la cérémonie d'ouverture. Là-dessus, on imaginait bien qu'on ne serait pas déçus. Les cérémonies d'ouverture, c'est rarement décevant. Il faut reconnaître que quand on a les moyens, on met le paquet. Donc, ils sont venus pour ça. Après, leur équipe, elle n'a pas très bien joué. Ils sont partis, mais ils avaient déjà eu leur spectacle. Donc, franchement, voilà. Mais ça, c'est inhérent au fait que la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar. Moi, je suis d'accord. Maintenant, puisqu'elle est au Qatar, elle est au Qatar. Amusons-nous. Vaut mieux en sourire. Il ne faut pas être scandalisé de choses comme ça. Il faut en sourire. Oui, dans nos contrées, ça ne se passerait pas comme ça. Et alors, combien de fois ça nous est arrivé souvent d'avoir envie de quitter un stade. Quitter un stade, alors on ne l'a pas fait parce qu'on est que des copains. Ou de mettre 1h30 en voiture pour aller au stade. Ça aussi, on n'a jamais mis plus. Alors, continuons à parler de football et de géopolitique, notamment avec Kevin Vessière. Je voudrais qu'on revienne à ce match de cet après-midi entre l'Angleterre et l'Iran et d'écouter donc le moment des hymnes et notamment celui de l'Iran. Si ça s'entend, mais les supporters sifflent et alors que les joueurs de la sélection iranienne ne chantent pas
Le régime, expliquez-nous, on a un peu parlé tout à l'heure dans l'introduction, mais le rapport de ces joueurs à la fois au régime de la République islamique, mais aussi au mouvement qui est né en Iran après la mort de Mahsa Amini, il y a à peu près 2 mois maintenant. Les joueurs de la section iranienne, ils sont dans une position très inconfortable parce que finalement, effectivement, quand il y a eu le début des manifestations en Iran, ils étaient plus les relais finalement de cette lutte contre la répression du régime de la République d'Iran. Et notamment, il y avait Hamzmoun qui avait notamment pris position sur Instagram et dénoncé cette répression. Ils avaient aussi porté un manteau noir en tout cas pour cacher leurs différents maillots lors d'un match amical contre le Sénégal en septembre. Et donc on voyait finalement que cette équipe nationale, elle était en opposition finalement au régime et ça s'était déjà passé par le passé. On se souvient que Ali Karimi à l'époque, qui était capitaine de l'Iran en 2009, il avait aussi soutenu les mouvements de protestation avec le port d'un bracelet vert. Donc il y avait aussi ces considérations-là. Et après, ça s'est aussi pris pour d'autres légendes du football, notamment Mehdi Madalka et Ali Daei, qui ont aussi porté la voix pour dire finalement que cette répression ne devait pas avoir lieu. Et là, la problématique, c'est que la Coupe du Monde se rapprochait. Je pense que peut-être vis-à-vis de l'équipe d'Iran qui prenait avant beaucoup plus de prise de position de la part de ses joueurs, ils prenaient effectivement plus de poids et maintenant il y a eu beaucoup plus de pression et on voit que finalement ils avaient moins des déclarations contre le régime. Ils ont été accueillis par le président, ils lui ont serré la main avant de partir à la Coupe du Monde et donc maintenant cette équipe est décriée parce qu'elle ne prend plus position pour les manifestants. Donc si elle ne prend pas position pour les manifestants, elle prend position pour le régime selon effectivement les différents supporters iraniens et donc les sifflets qu'on entend dans le stade, c'est notamment les supporters iraniens qui ont sifflé l'hymne et les joueurs iraniens n'ont pas chanté l'hymne parce qu'ils sont dans une position inconfortable. Finalement, ils ne peuvent pas soutenir ouvertement les manifestants, ils veulent pas soutenir le régime, donc ils sont finalement pris en tenaille et c'est encore finalement, on demande encore aux sportifs de prendre position alors que ils veulent simplement jouer au football et ça a dû sûrement jouer dans le contexte du match où on voit que finalement ils ont perdu 6-2. On a appris que des drapeaux de la République islamique avaient été interdits d'entrer dans le stade, c'est ce qu'écrit le New York Times. Il y a un autre match dont vous en parlez dans le livre, qui concerne la sélection iranienne, donc la confrontation avec les États-Unis, qui rappelle le fameux match de la paix de 1998. Rappelez-nous à la fois ce précédent et ce qu'on pourrait attendre de ce futur match alors que les négociations sur le nucléaire sont bloquées désormais à Vienne. Oui, la Coupe du Monde 98, effectivement, tirage au sort à Marseille et États-Unis-Iran tombent dans le même groupe. Donc là, la presse s'en empare et dit que ce match va être the mother of all games. Donc ça va être le match politique qu'il va falloir voir sur le terrain parce qu'effectivement, il n'y a plus de relations diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis depuis 1979. Et donc, effectivement, dans des positions, très ambivalentes entre les deux, il va finalement y avoir une confrontation sur le terrain, sauf que ça ne va pas être le cas. Finalement, il y a l'administration Clinton et puis le président Khatami qui vont avoir beaucoup de relations diplomatiques et de discours pour finalement aboutir à une reprise des relations diplomatiques durant ces 6 mois. Et durant le match effectivement à Gerland, durant cette Coupe du Monde, il va y avoir une certaine chorégraphie durant ce match, une instrumentalisation pour montrer que Iran et États-Unis vont se serrer la main à travers ce match. Il va y avoir les Iraniens qui vont arriver avec un bouquet de fleurs pour finalement montrer ce geste de paix. Ils vont prendre une photo avant le match finalement où ils vont être ensemble. Donc ça va être aussi un geste fort. Et à la fin, c'est l'Iran qui gagne. Donc c'est finalement plutôt l'État qui est plus en difficulté par rapport aux États-Unis qui va gagner. Ça va être finalement pas forcément repris par les pouvoirs politiques qui vont dire ce match a permis d'aboutir à un début de reprise de relations diplomatiques. Par contre, par le pouvoir théologique iranien, finalement, lui, il va reprendre cette victoire à son compte. Et donc, il y a fort à parier que pour ce match, qui est le dernier match en plus États-Unis-Iran, s'il y a une victoire de l'Iran, je ne pense pas que ça aura une grosse portée politique, mais ça pourra peut-être être instrumentalisé pour le régime, pour dire que on est plus fort que les États-Unis sur ce terrain-là, mais ça va rester minime parce que Iran-États-Unis, c'est pas un grand match de football. Gérard, quand le président Macron, alors on devait passer le son, on n'a plus trop le temps, le président Emmanuel Macron dit qu'on ne doit pas politiser le sport. Alors il lui suffit de lire le livre de Kevin Vessière pour se rappeler de tous les versants géopolitiques de tout un tas de matchs et de revenir sur certaines compétitions, notamment en Argentine en 78 ou en 2018 en Russie. Vous êtes d'accord avec le président de la République sur ce point en tout cas ? Philosophiquement, oui. Ça ne veut pas dire que le sport n'est pas politisé. Idéalement, il ne faudrait pas qu'il le soit, mais on parle des joueurs iraniens, de leur position. Il ne faut pas oublier que ces joueurs, ils ont des familles. Ils ont des familles qui sont en Iran.
pas aux États-Unis, pas en France, en Iran. Et on leur demande, mais ce qu'on leur demande, mais c'est juste insurmontable pour eux, insurmontable. Ils savent plus où ils sont de quel côté, qu'est-ce qu'ils doivent faire. J'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une mère, j'ai un père, qu'est-ce qui va leur arriver, vous vous rendez compte? Et on leur demande de jouer au foot contre l'Angleterre. On s'étonne qu'ils prennent 6-2. Faut pas s'étonner, ils auraient pu prendre plus peut-être, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Alors idéalement, on aimerait voir des équipes qui arrivent pour jouer au foot. Je viens pour jouer au foot. Je vais bien jouer, je vais mal jouer. Mon souci, c'est de jouer au foot. Mais là, le souci des Qataris hier, c'était porter l'image du régime. Les Iraniens, c'est dans quel camp je suis. Et après, on va prendre une autre équipe. Qu'est-ce qu'on fait ceci, qu'est-ce qu'on fait cela? On s'en sort pas.